Certaines images font l'histoire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République et je ne suis pas favorable à la peine de mort. Certaines campagnes donnent le pouvoir. Comme je n'ai pas entendu jusqu'alors le vrai projet de quelque candidat que ce soit, alors ça voudrait dire que la France serait dans un immense vide. Eh bien, rassurez-vous. J'espère qu'ils se réveilleront tous. En tout cas, je vais les y aider. Images et campagnes découlent de stratégies complexes, pensées et fabriquées dans l'ombre des candidats. Ils font tout, disent-ils, pour éviter une fracture sociale, comme si celle-ci n'existait pas déjà. Deux hommes, au cœur du pouvoir, inconnus du grand public, ont inventé ces stratégies. Elles n'avaient jamais été montrées. Voici leur histoire. Paris, mai 1981. Une foule immense se presse pour acclamer le nouveau président de la République. À voir ces images 30 ans après, il serait facile de dire que le changement était désiré par les Français. Que la victoire de Mitterrand ne faisait aucun doute. Et pourtant, quelques mois plus tôt, la conquête du pouvoir semblait encore improbable, voire impossible, même pour les dirigeants socialistes. 1 an et demi avant l'élection, François Mitterrand est loin d'être le candidat naturel de son propre camp. Tous les sondages montrent jour après jour, avec une obstination et une violence terrible, qu'il n'y en a qu'un qui peut gagner, c'est Rocard. Jean Glavany, ancien chef de cabinet de François Mitterrand. Et c'est même pas du 30 à 25 ou du 25 à 20, c'est du 80-20. C'est d'une violence terrible. Et c'est martelé semaine après semaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas si Rocard gagnerait, si Giscard pouvait perdre. Les sondages ne montraient pas que Giscard pouvait perdre, jusqu'à fin 80. Mais ils montraient une chose, c'est qu'il y en avait un qui ne pouvait pas gagner en tout état de cause, c'était Mitterrand. Le problème de François Mitterrand, sa mauvaise image lui colle à la peau. Ambigu, loser, homme du passé. Les sondages l'affublés d'étiquettes. Mitterrand, c'est de l'archaïsme. Reprenons une phrase de Rocard. Mitterrand, l'archaïque. Voilà. Alors, donc ça donne un contexte extrêmement violent. Mitterrand lui-même garde le secret sur sa candidature. On ne savait pas. Il ne disait rien. Jean Glavany voit alors arriver un curieux personnage dans l'entourage de François Mitterrand. Gérard Collé, 39 ans en 1980, n'est pas un militant. C'est un publicitaire qui a fait fortune. Sincèrement à gauche, il a été anéanti par la défaite de 1974. En 1975, il a tout largué pour se mettre au service de sa cause. Il a 3 convictions. La gauche peut l'emporter, François Mitterrand est un bon produit mal exploité, et surtout, une bonne pub lui fera gagner la prochaine présidentielle. Je constate que le seul challenge, le seul défi que je puisse me lancer, c'est d'être intervenant la prochaine fois et qu'il soit élu. Admis dans les couloirs du PS, l'homme de pub découvre un monde vermoulu où la communication s'appelle encore propagande. On ne l'écoute pas. C'est vexant. À l'automne 77, au Bluff, il propose un coup à Mitterrand. Un week-end photo dans les Landes. Collé embauche un photographe de mode et embarque Mitterrand. Il a repéré quelques décors. Trop palichon. Trop classique. Trop perdu dans les arbres. Trop Monsieur Tout-le-Monde. C'est Mitterrand lui-même qui choisit le cliché. C'est une photo de mode un peu. On n'entendait pas le vent, on n'entendait pas les vagues, mais c'était tellement bien figuré qu'il y avait une vraie puissance qui se dégageait de ce cliché. Les premières qui ont été apposées l'ont été en bas des Champs-Élysées, et les gens s'arrêtaient devant les affiches. C'est-à-dire que c'était vraiment la stupeur. Ce jour-là, Mitterrand a compris que la forme, même avec peu de moyens, c'était déflagrant. Cette année 77, Gérard Collé invente la première affiche politique moderne. Mitterrand ne lâchera plus Collé. Permanent du Parti socialiste, il intègre discrètement l'équipe du premier secrétaire. Il avait un lien personnel avec Mitterrand et il savait qu'il avait un destin pour travailler avec Mitterrand sur la com. Et donc, il fonçait.
qui me prend à son cabinet en février 80. Je lui dis, bon, monsieur, vous allez être candidat, bien sûr, et vous aurez donc besoin d'une campagne communication grand public, et vous serez élu. Pour ça, je voudrais vous présenter le meilleur publicitaire que je connaisse, qui à l'époque était parfaitement exact. Il me dit, c'est qui? Je lui dis, c'est Guéla. Il me dit, bon, très bien, organisez un déjeuner. Pour l'homme de pub qu'est Collet, le choix de Séguéla est une évidence. Mais Séguéla, c'est la face connue d'une histoire usurpée. Dans les faits, c'est Collet le stratège. Bonjour mes enfants. Je lui dis, tu vas faire la campagne de ta vie. Et il me dit, pour qui? Et je lui dis, Mitterrand. Et Séguéla me dit, t'es dingue, il a aucune chance. Rocard à la rigueur. La rencontre Mitterrand-Séguéla a lieu dans un bistrot, en présence de Gérard Collet. Je laisse les choses se faire. Je sais que j'ai affaire à deux séducteurs qui vont faire assaut de roucoulade pour se séduire mutuellement. Enfin, Séguéla en sort complètement décalqué, séduit par le bonhomme. Pour la première fois en France, un homme politique va se soumettre à une stratégie publicitaire, coordonnée et minutieuse. Pour Collet et Séguéla, lancer le produit Mitterrand est une affaire de créatif et d'image. Le slogan de pub fera le reste. On s'est donc mis au travail et c'est là que j'ai commencé à rencontrer l'équipe qui avait été choisie par Séguéla. Donc il y avait celui qui a fait les chevrons sauvages pour Citroën, tout à fait plein de talent, mais qui m'avait dit écoute, je sais, je la sens, c'est un western. Il y a le justicier, c'est Mitterrand, et il y a le voyou, c'est Giscard. Collet comprend vite que ça ne marchera pas. On ne vend pas François Mitterrand comme une voiture ou un pot de yaourt. Les réunions se succèdent et les mois passent. Octobre 1980, Valéry Giscard d'Estaing plane à 53% dans les sondages. Il n'y a toujours pas de stratégie cohérente pour le battre. Au cours d'une réunion, je rencontre un type petit, avec un front très dégarni, un front immense, qui parlait peu, mais qui disait toujours des choses pertinentes. Et donc, à la fin de cette réunion, je le bloque et je lui dis ça fait longtemps que vous êtes dans l'agence. Il me dit non, je ne suis pas dans l'agence, je suis freelance. Jacques Pillan, le deuxième homme. Sa rencontre avec Collet va faire basculer l'histoire politique du pays. Pillan a 38 ans, une carrière médiocre, une vie de fêtard et une famille bohème. Petit boulot dans la pub le jour, les tables de poker la nuit. Pour Jacques Pillan, la vie est un jeu, et pour gagner, il faut connaître les cartes de l'adversaire. Pillan pige tout de suite, il me dit « Raconte-moi le PS et Mitterrand ». Tout ce que moi j'ai appris en 6 ans, en fait, sur le fonctionnement du PS, les différents courants, si effectivement c'est le patron indiscuté, etc. Bon bref, je lui raconte, et il prend des notes. Je suis absolument bouleversé par l'intelligence et la subtilité de ce garçon, et on s'est pratiquement plus quitté, quoi. Collet et Pillan se plongent dans les études d'un organisme inconnu du public, spécialiste des études sociologiques et des tendances de société, la COFREMCA. Cette agence envoie des chercheurs en immersion pendant des mois, dans des villages, des quartiers, des grandes entreprises. Il en ressort des informations très précieuses sur les Français, telles que leur rapport à l'autorité, au changement, à l'ère du temps. Les enquêtes de la COFREMCA se vendent à prix d'or et servent à définir les stratégies commerciales des grands groupes. Pour la première fois, 2 hommes appliquent à des élections des méthodes jusque-là réservées au marketing de pointe. Nous sommes en octobre 1980. Ce que découvrent Pillan et Collet les stupéfie. Les Français ont évolué et dans leur immense majorité ont pris leur distance par rapport aux idéologies. Le désir d'être rassuré s'est fortement développé au cours des dernières années et imprègne maintenant plus d'un tiers des Français. La crise économique est passée par là. Le second choc pétrolier de 1979 signe l'acte de décès des 30 Glorieuses. Le pays compte 1 500 000 chômeurs.
Bon nombre de nos concitoyens éprouvent le besoin d'être protégés et il va de soi qu'ils tiendront compte de cette dimension dans le choix d'un président de la République. Pendant 2 jours et 2 nuits, Collet et Pilan décortiquent ce rapport et tentent d'en extraire une stratégie. On a travaillé pendant une espèce de marathon délirant, échevelé, et on a pondu ce que je considère comme le document fondateur de la campagne qui allait suivre et qui s'appelait Roosevelt contre Louis XV ou L'homme qui veut contre l'homme qui plaît. Cette note au titre énigmatique, la voici. Signée des initiales des 2 compères, GC et JP, pour Gérard Collet et Jacques Pilan. C'est l'outil stratégique imparable qui va permettre à Mitterrand de transformer son image et de battre Giscard. Cette note reste à ce jour inédite. Inconnue même des proches de Mitterrand, elle est révélée ici pour la première fois. Cette note, non, ou je n'en ai pas souvenir, ou je ne l'ai pas vue, mais j'adorerais l'avoir. Avec Pilan, nous avons compris très vite que nous allions créer un effet de loupe sur les points faibles de Giscard, hautain, technocrate. Bien élevé, riche, c'est celui qui a réussi, mais que l'on n'aime pas. Il est loin de la réalité de la vie quotidienne. Gérard Collet et Jacques Pilan concluent sur Giscard. C'est l'homme qui plaît, avec toutes les connotations négatives correspondantes. Légèreté, cynisme, inconstance, faiblesse. Louis XV. À l'opposé, Mitterrand, on ne pouvait pas nier son âge, il était donc vieux, en tous les cas par rapport à Giscard, qu'il y avait un côté désespéré parce que tout le monde comprenait que c'était sa dernière tentative. Mitterrand n'est pas vieux, il est sage. C'est l'homme serein, de la paix intérieure. Il n'est pas intellectuel, mais réaliste, proche des gens. Ce n'est pas un perdant, c'est un homme vrai. Ce n'est pas un tacticien habile, mais un homme courageux. Il n'est pas entêté, mais tenace. Ce n'est pas un mauvais économiste, c'est un homme d'État. C'est l'homme qui veut. Roosevelt. Roosevelt, le président démocrate qui sauva les États-Unis de la crise de 1929. Un homme âgé, mais volontaire et courageux, dont la ténacité força l'admiration des Américains. Voici le profil qui colle à la fois au rapport de la Cofremca et au caractère de Mitterrand. Fin novembre, on a rendez-vous chez Mitterrand dans son pigeonnier. Et moi, j'ai donc ces 5 feuillets dactylographiés. La note, une fois dactylographiée, est évidemment signée Jacques Séguéla. On est dans le hall de l'agence. Séguéla et moi, on descend. Et puis, je m'aperçois que Pilan ne descend pas. Alors, je me retourne et je lui dis, Jacques, qu'est-ce que tu fous, tu viens pas? Et c'est Séguéla qui répond, non, Jacques reste ici. Ironie de l'histoire, l'un des 2 hommes qui ont le mieux cerné François Mitterrand ne sera pas autorisé à le rencontrer de toute la campagne. Mitterrand avait son exemplaire, il l'a lu, il a dit, bon, c'est très bien. C'est très bien, ça veut dire chapeau. J'ai rien à ajouter. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. François Mitterrand, candidate du Parti socialiste pour les élections présidentielles. C'est officiel depuis quelques minutes. Le Congrès... Mitterrand est à nouveau candidat, mais cette fois, il dispose d'une équipe de com professionnelle et d'une stratégie implacable. Sondage favorable ou pas, Michel Rocard s'efface. Il reste 4 mois avant le premier tour. L'opération Roosevelt peut commencer. La première difficulté se trouve à l'intérieur du parti, car la commission propagande doit, bien entendu, valider tout ce qui relève de la communication du candidat. Quand on avait réunion de présentation devant la dite commission, heureusement, Mitterrand nous accompagnait. Quasi systématiquement, tout ce qu'on présentait était bon à jeter. Il y avait donc un tour de table. À l'issue du tour de table, le président disait, moi, j'ai bien entendu vos avis et vos réserves, mais moi, ça me plaît bien, donc on le fait. Et c'était plié. La campagne d'affichage du candidat Mitterrand est rentrée dans l'histoire. Ce n'est qu'une déclinaison de la stratégie médiatique. Les Français attendent de la protection et de l'écoute. Traduction publicitaire, la force tranquille. Mais surtout, la note Collet-Pilan détaille le plan de la bataille médiatique que doit conduire Mitterrand pour terrasser Giscard.
Mitterrand doit d'abord apparaître comme un homme d'État. Il doit donc effacer l'image du mauvais économiste et rassembler sur le thème de la crise. Accroître la production, retrouver autant qu'il est possible les chemins de la croissance. Oui, créer, inventer, imaginer et croire. Mitterrand doit adopter un style rooseveltien, proposant un New Deal aux Français. Une politique de grands travaux, relancer la construction, le logement. Une fois que sa stature d'homme d'État n'est plus en doute, il peut s'attaquer à Giscard. Collet et Pilon appellent ça la fatalité Giscard. Démontrer que le pouvoir dans la Ve République n'est pas dévolu par nature à la droite. Pour ce faire, il lui conseille d'adopter un style bien précis. Sage, non agressif, dérision. 2 mois avant l'élection, tout est en place pour le couronnement de la campagne. La télé, en prime time, là où Mitterrand s'est souvent raté. Bonsoir, Monsieur Mitterrand, bonsoir. C'est donc votre première grande émission publique et politique dans le cadre de la campagne présidentielle et elle est beaucoup attendue. Jugez ce bilan du candidat sortant. Je le ferai honnêtement, mais vous vous en doutez sans complaisance. Si on fait le compte, 1959-1962, secrétaire d'État, 1962-1966, ministre de l'économie et des finances, puis il a été renvoyé, comme vous le savez, par le général de Gaulle, qui était là de ses services. À son tour, M. Giscard d'Estaing a largement contribué à renvoyer le général de Gaulle, vous le savez aussi, mais enfin on aura l'occasion d'en parler. Et de 1969, rappelé au gouvernement, à 1974, ministre de l'économie et des finances, et de 1974 à 1981, président de la République, responsable de tout, donc de l'économie et des finances. Ça fait donc 18 ou 19 ans que M. Giscard d'Estaing est responsable des affaires économiques du pays. Bref, il a de l'ancienneté sur moi. Je dirais presque que j'ai plutôt 7 ans de moins que lui. Quelques minutes avant l'émission, Mitterrand a sorti de sa poche un Bristol que Collet et Pilon lui ont rédigé. Le guide que le candidat garde sur lui depuis des semaines. Sage, courageux, vrai, réaliste, tenace, passionné, homme d'État. Le ton, paix intérieure de celui qui a raison, bon sens. Le contenu, être élémentaire avec talent, remplacer les chiffres et les courbes par le vécu concret, prendre position, et toujours une énergie vraie, intérieure, contenue. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrages aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattachent mes adhésions spirituelles, ma croyance, mon souci de la civilisation. Je ne suis pas favorable à la peine de mort. Mitterrand, je vais Et là, l'opinion, au fond, réagit en disant « Il est courageux celui-là ». Donc je crois que cette émission-là est sans doute plus d'essentiel que le débat dans l'élection présidentielle. Je suis d'ailleurs dans le studio, j'ai une vibration là. Je suis là, je dis « Ah ». Donc oui, je pense que c'est un moment très fort, peut-être le plus fort de la campagne. Ouais. En l'espace de 3 mois, François Mitterrand a inversé la tendance. Il est maintenant en tête des intentions de vote. Entre les 2 tours, les sondages sont formels, les jeux sont faits. Pourtant, Giscard est convaincu qu'il va terrasser Mitterrand au duel télévisé. Louis XV n'a pas compris qu'il se bat contre Roosevelt. Si vous êtes élu président de la République, vous avez dit que vous formeriez un gouvernement. Ce gouvernement se présentera-t-il devant l'Assemblée nationale ? Jacques Pilon observe la victoire en téléspectateur. Depuis 9 mois, il n'est qu'un rouage anonyme dans l'ombre de Séguéla. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Pilon est sidéré par le génie avec lequel Mitterrand a intégré des règles de communication que la plupart des hommes publics ne comprendront jamais. Jospin me dit « Alors, comment vous avez fait ?» Et Jospin, j'essaie d'entrer dans le raisonnement et rien. Donc j'abrège un peu. Et là, je tombe sur Chevènement. Et il me dit « Alors, comment vous avez fait ?» Je lui ai dit, sans donner le mot, rebelote, je refais le speech et même topo.
je comprends que ça ne passe pas du tout. L'opération Roosevelt est un succès total, car la victoire est belle. Giscard fait le plein de voix à droite et Mitterrand à gauche. Mais Mitterrand a massivement attiré à lui les indécis et les abstentionnistes. Preuve que l'analyse de la Cofremca était la bonne. 1 200 000 voix séparent les deux candidats. Collet et Pilon n'ont pas d'illusions sur le pouvoir. D'ailleurs, ils sont exclus de la fête. Mitterrand, entièrement tourné vers son destin radieux, ne peut supporter l'idée qu'il doit quelque chose à quelqu'un. Avant de partir, Collet met un point d'honneur à présenter Pilon au nouveau président. Pilon, lui, obtient un CDI chez Séguéla. Au moins, les fins de mois sont assurées. Désormais, la mise en scène se fait sans eux. La cérémonie au Panthéon est signée Jacques Lang. Roosevelt est enterré. Mitterrand reprend les costumes de Blum et Jaurès. L'état de grâce ne dure qu'1 an. Dès 1982, la relance signée Pierre Mauroy se brise sur la réalité internationale. On passe le cap des 2 millions de chômeurs. L'inflation écrase le franc. 1983, l'espoir laisse la place à la rigueur. 1984, l'opposition sort dans la rue pour défendre l'école privée. 1 million de personnes défilent à Versailles. La cote de popularité du président s'est effondrée. On ne pouvait même pas porter de jugement sur les bienfaits ou pas de cette politique, car évidemment, il y a eu des tas de choses réussies. Mais c'est pas ce qu'on retient. On retient qu'on est passé du délire languien après la nuit, la lumière. Je ne sais pas si vous imaginez la promesse. En pub, on appelle ça overpromising. Ça veut dire, vous mettez la barre tellement haut que vous êtes certain de vous planter. Mitterrand est devenu inaudible. Les interviews sont accordées au fil de l'eau, sans tri véritable, sans vision stratégique. Pire que ça, le président s'abaisse à des interventions qui ne sont pas de son ressort. L'appartement, l'immeuble, la maison, la place, l'arbre, la route, l'environnement, tout cela représente une donnée parmi les plus fondamentales pour l'équilibre de l'individu dans ses cellules naturelles. Plus il parle, plus il s'enfonce. L'idée qu'il faut peut-être changer le mode d'expression, ou le rythme, ou le style, ça vient un peu après quand on est dans le creux de la désaffection de l'opinion. Hubert Védrine, ancien secrétaire général de l'Élysée. Donc je dirais que ça commence à être tout à fait important à partir de 83-84. En janvier 1984, Collet et Pilon sont convoqués à l'Élysée. Il nous dit, bon, nous allons travailler ensemble, et d'abord, est-ce que vous croyez qu'on peut s'en sortir? Et là, le ciel nous tombe sur la tête, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est embauché illico au service du roi, que manifestement, ça ne va pas être très public, donc une espèce de service secret de Sa Majesté, ensemble, et on va s'en sortir, ça veut dire nous, tous les trois. Mitterrand a tout pensé. Un bureau à l'Élysée pour Collet. Une société de conseil que Pilon doit créer. Ce sera Temps Public, cours Albert Ier. Un laboratoire confidentiel calqué sur le modèle de la Cofremca. Un seul client, le président. Budget sans limite. Pilon embauche 15 spécialistes du marketing. Ils réunissent tous les jours des petits groupes de Français pour des études qualitatives qui leur permettent de tester les sujets les plus divers. C'est une affiche... Conservatrice. Conservatrice, vous la diriez... Patriote. Paternelle. Patriote, paternelle, vous la diriez... Allez, on la rassurante. Rassurante. Ça s'appelle des groupes qualitatifs à qui on donne un thème, mais qui en balayent toujours plusieurs, et donc qui rendent le réel. C'est l'image d'un crible, en fait, avec lequel on va tamiser des tas de trucs, et on en sort les pépites qui nous intéressent sur un sujet donné. Jacques Anfossi, animateur des groupes qualitatifs. Plutôt que de dire, bon, vous voyez l'avenir comment, etc., il suffit de poser la question pour que ce soit projectif. Vos enfants, ils vont vivre comment
dans 10 ans ou dans 20 ans. Là, on a du projectif. Plutôt que de dire qu'est-ce que vous pensez de l'actualité politique, vous leur dites l'opinion publique, à votre avis, qu'est-ce qu'elle pense? Et le croisement de toutes ces données donnait un sens quand même assez clair, et donc on savait vraiment ce qui allait plaire. Non pas que ça influençait, le président pouvait très bien décider de passer outre, mais il savait qu'il prenait un risque. Grâce à ces renseignements stratégiques, Collet et Pillen proposent un plan de communication à François Mitterrand. Ce plan tient sur une page, dont voici le brouillon. Il s'agit de faire une rupture, de définir une charte de communication et d'en créer le système. Mitterrand l'accepte aussitôt. C'est l'opération Jupiter. Ce plan est en 3 actes. Acte 1. Le remplacement du Premier ministre Pierre Mauroy est inévitable. Le choix du successeur n'appartient qu'au président de la République. Mais les 2 communicants proposent une grille de lecture à François Mitterrand. Il fallait un contrepoint. Donc ça n'était plus du tout un Premier ministre socialiste depuis toujours, milieu enseignant, lillois, terre fertile du socialisme, lyrique dans les meetings, un peu rougeau, sentimental. À l'opposé, il nous fallait un techno, politisé certes, mais modérément. Quelqu'un qui sache compter, quelqu'un qui ait de l'autorité, quelqu'un qui soit jeune, ambitieux. Voilà. Le président de la République vient de me faire l'honneur de me désigner comme Premier ministre. C'est une tâche rude et très exaltante. Laurent Fabius est perçu comme un expert économique, une tête d'œuf, dit-on de lui. Il est donc important pour François Mitterrand de donner une crédibilité à la gauche, pour l'avenir, une crédibilité économique, et elle passe sans doute par Laurent Fabius. Acte 2. Il faut ensuite reprendre la maîtrise de la parole, contrôler la mise en scène pour garantir l'efficacité du message. Dans la seule interview que Jacques Pillen n'ait jamais donnée, le communicant donne quelques clés pour comprendre son métier. Le citoyen, bombardé de messages, vit dans le bruit permanent des médias. En tant qu'homme public, si je parle souvent, je me confonds avec le bruit médiatique. Si en revanche, je me tais pendant un moment, le désir de m'entendre, compte tenu du fait que je suis par exemple président de la République, va s'aiguiser. L'attention qu'on va prêter à mes paroles va être considérable. Donc la première chose qu'on fait, c'est pour économiser de la puissance dans le verbe et de l'attention, il faut créer le désir, et donc on ferme les écoutilles. Du jour au lendemain, François Mitterrand disparaît des médias. L'Élysée devient le château. Une forteresse où Pillen et Collet prennent leur revanche. La cour est mise à distance. Ils peuvent réorienter la communication du président en fonction de cibles stratégiques. Chez qui est-on le plus effondré? Quelle est la population où on a perdu tout le monde? Et la chose qui nous paraît la plus criante, c'est que chez les agriculteurs, Mitterrand est complètement dévalué. Et donc, sur un voyage qui était déjà prévu au calendrier en Auvergne, on fait rajouter une ferme. Je décide que quand le président visitera la ferme, il s'installera à la bonne franquette, à table avec le fermier et la fermière, pour casser la croûte, et évidemment, personne dans la pièce. Les agents de sécurité bloquent. Et donc tout ce monde-là, à sa stupéfaction, reste dehors. Je vais vous envoyer un télégramme pour qu'on sache. Ça veut dire 3 ou 4 ministres, le préfet de région, le préfet du département, le maire. À ce moment-là, je fais entrer un caméraman, preneur de son, qui va s'installer dans un réduit de la cuisine, qui se fait tout petit et qui filme. Ajoutez à cela un photographe de presse, et vous avez votre plan com. Alors c'est M. Bennett, qui était à l'époque ingénieur. Ça, évidemment, ça fait le 20h. On a expliqué à un président fort studieux le fonctionnement des différents ateliers de la ferme. Et puis on lui a fait l'honneur des spécialités régionales, dont l'une des premières qualités, paraît-il, d'être de très bons produits d'exportation. Et déchirement d'image pour, en tout cas, les agriculteurs.
Acte 3. Si dorénavant le président parle peu, ses interventions doivent être d'autant plus maîtrisées. Gérard Collé fait fabriquer un studio de télévision à l'Élysée, copie conforme du bureau présidentiel. Le président peut désormais prendre la parole quand il le désire, en moins de 20 minutes. Je souhaite que rien ne vienne compromettre le redressement qui mobilise toutes nos forces. La lumière est adoucie pour limiter les clignements d'yeux du président et lui conférer un visage plus serein. Le chef de l'État se réapproprie le drapeau tricolore, désormais systématiquement placé derrière lui. Et répondre comme il se doit aux volontés de notre peuple. Collé et Pilon font construire un pupitre pour les interventions extérieures sur le modèle d'une proue de bateau. Le modèle est baptisé Jupiter. Dorénavant, le président ne sera interviewé que par des stars, dont le casting est effectué en fonction du message à faire passer. Quand on les a vus débarquer à l'Élysée, on s'est dit qu'est-ce que c'est que ces zouaves, qu'est-ce que c'est que ces cow-boys, parce qu'ils n'avaient pas les mœurs et surtout la dégaine de ce qui se faisait jusqu'alors. Et très vite, j'ai vu qu'il s'agissait de gens qui avaient un regard, je dirais, de publicitaire, mais au-delà de ça, un regard de communicant. Je pense que c'est ce jour-là qu'on a commencé à employer ce mot. On n'arrivait pas à trouver un mot, ils étaient ni attachés de presse, ni pubards, ils étaient communicants. Et c'est vrai, ce sont des gens qui ont inventé un métier. Le président ne répond plus aux sollicitations des journalistes. C'est maintenant le contraire. Les émissions sont organisées en fonction de ses besoins. Il faut qu'une interview, même faite au palais avec tel journal de la presse écrite, ça a un sens. Sinon, on ne le fait pas. Exemple. Cette note, datée du 6 décembre 1984, est paraphée par le président. Le plan de communication prévoit 2 émissions autour de la période des fêtes. Avant Noël, l'opinion est plus détendue. Il est donc positif de s'adresser à elle à ce moment-là, sous réserve que votre ton et votre message correspondent à l'humeur générale. Nous optons pour une longue explication, bibliothèque, à dominante internationale, autour du 20 décembre. La France est, je vous l'assure, le seul pays qui compte et qui puisse agir aussi bien du côté d'Israël que du côté des pays arabes, sans exception. Je crois, derrière tous mes propos de politique extérieure, avoir montré que mon souci était la sécurité de la France, sa grandeur, son rayonnement, mais aussi sa sécurité, devant le conflit des plus grandes puissances. Je voudrais aussi traiter de la défense des couches sociales les moins favorisées, et je voudrais en parler dès le mois de janvier, si possible dans la première quinzaine. Après ça, je n'avais pas parlé d'une façon aussi étendue depuis le mois de juillet, je crois. Pour ça, j'attendrai. Je n'abuse pas de la télévision. François Mitterrand annonce lui-même la seconde émission prévue par le plan Com. Car début janvier, l'opinion se retend vers le réel à venir. Une intervention offensive, plus resserrée, plus tonique, s'impose. Vous êtes dans les sondages impopulaires. Est-ce que ça non, serait... Populaire, vous permettez, mettez ça entre guillemets. Il est certain qu'il y a une majorité de Français qui n'approuvent pas la politique que nous menons et que je mène. Donc, de là, parler de popularité ou d'impopularité, attendez la suite. À propos de suite, je suis tout à fait prêt, moi, à aborder cette phase et on verra bien le résultat. Dès lors que vous rendez de l'énergie par la rareté et de la densité par le contenu, si j'ose dire, c'est strike à chaque tir. Est-ce que vous iriez jusqu'à aller en Nouvelle-Calédonie? Vous êtes allé au Liban? Mais oui, madame, j'irai en Nouvelle-Calédonie. Peut-on savoir quand? Demain. Vous partez demain? Demain jeudi. Demain jeudi. La cote de popularité du président frémit. Pas de miracle, mais pas d'inquiétude non plus. Le travail mis en place s'inscrit dans le temps, avec en ligne de mire les législatives de 1986. Mais il y a une ombre au tableau. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. L'image de jeunesse que dégage Laurent Fabius risque de ringardiser Jupiter. Mitterrand nous exprime son agacement de ce jeune et brillant Premier ministre. Réponse. Ah bon? On va voir qui c'est le jeune. Donc on décide de monter une émission de télévision qui dirait « Je suis hyper dans le coup ». Les deux compères se mettent à phosphorer, sans tabou. D'abord les grandes lignes. Pour frapper fort, il faut de l'exceptionnel. Conduire le président au bord du précipice, sans parachute. Mettre en scène le risque,
en direct, à la télévision. L'émission est un coup de poker. Le gain ou la perte seront à la hauteur de la mise, exceptionnelle. Ensuite, tout est une question de casting. Collet et Pilan cherchent l'intervieweur idéal. Trop culture, trop sérieux, trop gentil, trop dans l'espace. Non, là c'est trop. Il faut une star iconoclaste. À l'époque, Monsieur Télé, c'était Mourouzi. Yves Mourouzi en fout du roi, pour prouver par l'absurde combien le roi est moderne. Les Français vont-ils s'y retrouver? Lorsque Pilan et Collet lâchent le président dans les bras de Mourouzi, les dés sont jetés. Certains font le pari que vous allez partir en 86. Hein? J'ai entendu dire. Oui. Je ne resterai pas inerte. Vous l'avez dit récemment, je crois, à un de mes confrères. Je ne resterai pas inerte ces prochains temps. Ça fait partie des indiscrétions de la vie politique. Ça vous a étonné? Non, ça ne m'étonne pas, mais si vous ne resterez pas inerte au moment où il pose la question, quand allez-vous sortir de cette inertie? On n'élit pas un président de la République pour qu'il soit inerte, pour qu'il fasse rien. Et l'émission se déroule, et ça marche merveilleusement. Il se balance des trucs, Mitterrand en invente, on rajoute. Les 60s, les 80s. Je préférais qu'on parle français, qu'on dise dans les années 60, dans les années 80. Et les expressions nouvelles, vous les connaissez? L'année prochaine, on risque de trouver ces ripoux dans le dictionnaire. C'est la même chose, c'est chez Brand. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse, ça se comprend vite. Lorsque l'émission se termine, le public est stupéfait. Et Séguéla, qui était dans la salle, se rue sur moi et dit « Vous l'avez tué ». J'apprendrai le lendemain que l'audience, qui avait démarré comme une audience honorable pour un président de la République, est montée toute la soirée, jusqu'à, je crois, 47,7, c'est-à-dire qu'il y avait, je sais plus, en audience cumulée, je sais pas quoi, on était du côté de 19 millions. Dingue. 19 millions, comme la finale de la Coupe du Monde de football en 1998. L'émission est une telle réussite que les interventions du président sont dorénavant attendues comme un spectacle. Les Français deviennent accros au show mitterrandien. Il savait qu'il avait cartonné. Ça, il savait. L'opération Jupiter commence à porter ses fruits, mais le temps va manquer pour transformer l'essai avant les législatives. Il est clair que la droite, emmenée par Jacques Chirac, va emporter les élections de 1986. Dès la fin 85, Collet et Pilan peaufinent une nouvelle stratégie. Transformer la future cohabitation en rampe de lancement pour la réélection de Mitterrand en 1988. C'était absolument, mais détruire Chirac. Ça commençait par là, quand même. Il va donc falloir être destructeur sans être vu, car les études qualitatives de Collet et Pilan prouvent que les Français désirent la cohabitation. Mais qu'en même temps, ils en ont peur. Pour trouver la bonne tactique, Pilan et Collet décortiquent le profil de l'ennemi. D'où vient Chirac? Chirac, c'est un bébé Pompidou. Comment l'est Pompidou? Mon bulldozer. Qu'est-ce qu'on fait avec un bulldozer? On ne cherche pas à mettre des murs. On met de la gadoue. Jacques Chirac, nommé Premier ministre, il a formé le nouveau gouvernement, 21 ministres... Face au bulldozer Chirac, Pilan et Collet inventent un troisième profil pour Mitterrand. Après Roosevelt, puis Jupiter, ce sera Dieu, tout simplement. Dieu protecteur, au-dessus de tout, qui observe les hommes se débattre et n'intervient que pour les sauver du malheur. Le silence devient celui du sphinx. Rien, pas une parole pendant 4 mois. Chirac fonce et entame le processus des privatisations à coups d'ordonnances. Au début de l'été 86, Chirac dépose sur le bureau de Mitterrand les ordonnances à signer. Le président n'a pas à s'y opposer. Seul le domaine réservé des affaires étrangères et de la défense nécessite son accord. Mais Dieu est plus qu'un président. Dieu veille aux intérêts de tout un peuple. Or, Chirac privatise les banques et la grande industrie. Dieu étant moral et conscience, il peut décréter que c'est une question d'indépendance nationale. Bref, la gadoue est assurée. Pilan et Collet peaufinent la mise en scène dans ses moindres détails. Ce sera le 14 juillet, à l'Élysée. Le jour sacré de la République. Avec le complice des mauvais coups,
Yves Mourouzi. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Mourouzi. Merci de nous accueillir comme des milliers de Français. J'ai mon carton, un carton très convoité pour la réception du 14 juillet à l'Élysée. Bien, je suis heureux de vous accueillir, surtout parce que vous allez représenter dans un moment les millions et les millions de téléspectateurs qui vont nous écouter et nous voir. Oui, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Le président lâche la foudre. Mon devoir, c'est d'assurer l'indépendance nationale, de faire prévaloir l'intérêt national. C'est pour moi un cas de conscience. C'est pour moi ma conscience, la conscience que j'ai de l'intérêt national passe avant toute autre considération. Alors, la conscience vous dit non, je ne signe pas. Dans l'état présent des choses, certainement pas. Stupéfaction. Comme si il s'est perçu comme s'il faisait un coup d'État. Et la réaction de Chirac, qui vient de s'en prendre une, comme on dit dans les bistrots, se rue à la télé, bloque 3 chaînes et dit, c'est le message qui est perçu, je viens de m'en prendre une. Je voudrais vous dire une chose. J'affirme ici, et j'affirme en conscience, que ces inquiétudes sont dénuées de tout fondement. Elles ne sont pas fondées. Problème de communication, tout le monde avait vu. Mais lui, au cas où ça aurait échappé à quelques-uns, il passe la baigne au stabilo. Mitterrand est maintenant le grand protecteur de l'intérêt national et Chirac n'y peut plus rien. Un mois plus tard, François Mitterrand plane à 60% d'opinion favorable. Dieu manipulant la gadoue, ça marche et on n'a encore rien vu. En décembre 1986, une réforme universitaire met le feu aux poudres. Chirac réagit à l'ancienne, comme en 68, tablé sur le climat de violence pour créer un réflexe légitimiste dans le pays. Mais rue Monsieur le Prince, dans l'empoignure d'une porte cochère, un jeune homme meurt d'avoir été trop matraqué. La mort de Malik Oussekine fait bien sûr l'ouverture du 20h. L'émotion est nationale. Or, au même moment, le RPR fête ses 10 ans et le sujet est traité juste après. Il y a la manifestation d'une inquiétude, d'une angoisse, notamment chez un grand nombre de jeunes et que nous comprenons et avec lesquels nous souhaitons dialoguer, nous concerter, en espérant, bien sûr, que ceci ne dégénérera pas dans une violence que chacun ne peut que condamner et qui s'est déjà trop développée. Jacques Toubon a beau faire taire Chirac, c'est trop tard. L'effet est désastreux. Le lendemain, Mitterrand joue alors son rôle à fond. Seul le père protecteur sait dire les mots justes à une famille en deuil. Comment avez-vous trouvé la famille? Difficile. Je vous dirai simplement ces quelques mots. J'ai voulu apporter à cette famille en deuil le témoignage de la nation. Et lui dire personnellement ma peine devant ce grand malheur. 2 jours plus tard, 1 million de jeunes sont dans la rue. Ils sont fiers du président. Chirac, totalement embourbé, retire sa réforme. Collet et Pilan savent que maintenant, il suffit de gérer l'opération Dieu, en restant tout là-haut dans le ciel. Le père protecteur revêt même le treillis militaire, car la paix des Français se joue aussi à la tête des armées. Les manœuvres franco-allemandes sont bien sûr mises en scène par les 2 gourous du président. Jusqu'au milieu 87, on a poussé. Je me souviens qu'on a levé le pied parce qu'il fallait tout de même que Chirac soit le candidat indiscutable de la droite en 88. Il ne fallait pas qu'on le dévitalise pour que naisse un concurrent. En clair, pour 88, si Mitterrand décidait de se présenter, en 88, c'était le candidat opposant idéal. Si Mitterrand décide, la deuxième phase de l'opération Dieu commence. Bien sûr que Mitterrand se représentera, mais la victoire sera encore plus désirée par la nation si celle-ci ressent la peur du vide. Collet et Pilan atteignent au chef-d'œuvre en orchestrant une campagne de supplication. Les stars les plus en vue sont mobilisées, façon de dire que même les étoiles craignent que Dieu ne s'en aille. Conséquence stratégique.
Collet et Pilon sont forcés d'imaginer une campagne sans candidat déclaré. Le slogan sera le plus dur à trouver. Il doit entretenir la peur du vide tout en martelant que Dieu n'a qu'un nom. Ce sera Génération Mitterrand. Et quand on a entendu les mots, moi ça m'a fait le même effet quand j'avais entendu La France tranquille. J'ai dit, mais attends, c'est fait. Là-dessus, on a repassé le bébé à Séguéla, et il a simplement eu l'idée d'inscrire Génération Mitterrand en lettres creuses sur des documents. Puis comme il fallait trouver quelque chose à mettre derrière et qu'il fallait que ce soit bien signé Séguéla, il a fait faire un cliché où il tendait la main à sa fille Lola, une main d'enfant, inspiré par ce célèbre tableau de Michel-Ange sur la création du monde, où Dieu donne la main à une figure d'homme. D'accord ? L'ambivalence absolue. Dieu, le père de la nation, ou Mitterrand qui passe la main? Séguéla court les plateaux de télévision pour renforcer le doute. La communication sur la communication crée un effet démultiplicateur. Monsieur le Président, si vous voyez cette affiche, dites-moi si vous l'aimez ou pas, de grâce. À un proche qui lui demande comment ça se passe, Pilon répond « C'est trop facile ». Le président est presque invisible, pourtant il est partout. Lorsque Jacques Chirac annonce sa candidature le 16 janvier 1988, il a devant lui un monstre médiatique, omniprésent, omnipotent et intouchable. Mitterrand, lui, va jouer avec les nerfs des Français jusqu'à l'extrême limite, 4 semaines avant le premier tour. Collet et Pilon ont choisi le plateau du 20h, loin des dorures, pour que Dieu, redescendu sur terre, annonce la délivrance du Sauveur. Monsieur le Président, êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République? Oui. Vous avez mûrement réfléchi? Je le crois. On peut savoir quand vous avez pris cette décision. Certains disent c'est en juillet 87, d'autres disent c'est pendant les fêtes de fin d'année. Je n'en sais rien moi-même. Comme je n'ai pas entendu jusqu'alors le vrai projet de quelque candidat que ce soit, alors ça voudrait dire que la France serait dans un immense vide. Eh bien, rassurez-vous. J'espère qu'ils se réveilleront tous. En tout cas, je vais les y aider. Mais je considère que c'est une épreuve, je vous le répète, que je n'ai pas souhaitée pour moi-même. Je pense que chacun me comprendra. Mais que je crois nécessaire, reprenant l'expression de tout à l'heure, il faut que quelqu'un fasse front. Et je le ferai. On sort à la dernière minute le slogan officiel, la France unie. Photo en profil de médaille. Le nom du président n'est pas mentionné. Une évidence. La campagne de François Mitterrand est ultra courte. 3 meetings, pas plus. Enfin, le président de la République, une véritable ovation, attend François Mitterrand. Collet et Pilon, dans la salle, savourent leur spectacle. Le débat entre les deux tours est encore moins utile que celui de 1981. Chirac sait qu'il a perdu et limite les dégâts. Dieu jouit de sa toute-puissance. Je pense qu'il faut, dans ce domaine, multiplier les occasions de se retrouver pour que la France soit forte dans l'Europe unie. Et la France unie dans l'Europe plus forte, je ne négligerai pas le concours de Monsieur le Premier ministre lorsqu'il sera redevenu homme politique, toujours actif sans aucun doute, mais je l'espère éloigné de la direction de la politique française. Monsieur Chirac. Ne soyez pas si sûr de vous, Monsieur Mitterrand. En tant que Premier ministre, j'ai constaté que vous aviez, et c'est bien juste de le dire, de très réelles qualités. Vous n'êtes pas celle de l'impartialité ni du sens de la justice dans la conduite de l'État. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. François Mitterrand vient d'être réélu avec 53,9% des voix. François Mitterrand, président de la République, pour la seconde fois de sa carrière, que fera-t-il de ce pouvoir? Sera-t-il brisé?
Nous ne sommes plus en 1981. Collet et Pilon ne sont pas virés. Ils deviennent les gourous de la République, assis, juste derrière Dieu. Ceux qui les avaient écartés sans ménagement viennent leur manger dans la main. Du monde entier, on vient consulter ces deux hommes qui savent faire et lire, même ceux qui n'ont plus aucune chance. À l'époque, les conseillers de la Maison-Blanche venaient nous voir à Paris. Dans ce milieu très clos, je veux dire, on a briefé les conseillers de Gorbatchev à Moscou. On était à un stade où tout était possible. En public, la société de Jacques Pilon croule sous les demandes. Ses équipes prennent en main tous ceux qui rêvent de pouvoir, mais aussi les diverses lubies présidentielles, dont il faut bien s'occuper. Les patrons du CAC 40 se bousculent à la porte. Se faire coacher par Pilon est du dernier chic, mais il faut payer le prix. Je suis comme un psy, dit-il. Il faut que ça coûte cher. Le travail des deux gourous change de nature. La prochaine présidentielle est très loin, et elle sera sans Mitterrand. En attendant de dénicher le prochain roi, il crée la première communication gouvernementale structurée et invente ce qu'ils appellent l'écriture médiatique. François Mitterrand nomme Rocard Premier ministre en 88, non pas parce qu'il le désire ardemment, mais parce que l'opinion le veut à un moment donné, et l'opinion ne comprendrait pas qu'il ne le fasse pas. Donc s'il finissait par ne jamais le faire, ça serait porté à son détriment. Bon, il le fait. Pour ce faire, il a été décidé qu'on serait conseiller et de Mitterrand et de Rocard, malgré l'antipathie, les stratégies personnelles divergentes, voire opposées, avec du côté Élysée, Charras et quelques autres qui envoyaient des exocètes sur Matignon, et de l'autre, Michel Le Rocard, l'épouse du Premier ministre, et ceux qu'on appelait ses louveteaux, c'est-à-dire son équipe de com, qui envoyait des exocètes sur l'Élysée. François Mitterrand relaie le PS et réclame un effort sur les bas salaires. Le monde politique frémit, quel coup de semonce pour Michel Rocard. Il y a de la rupture dans l'air. Pirouette 48 heures plus tard du Premier ministre, qui remercie l'Élysée de lui avoir donné un sacré coup de main sur ce dossier. Les rapports Élysée-Matignon à chemin de croix, allons donc. Et nous, on courait de l'un à l'autre, et on a été donc agent double pendant 3 ans. Et je vais vous faire une confidence, c'est une de mes fiertés. Je suis président de la République. Michel Rocard est Premier ministre, qui est déjà fort bien et conforme à ses qualités. Le reste lui appartient, si toutefois l'histoire est bienveillante. La partie amuse les gourous. Elle épuise Rocard. Parfois même, Michel craque. Il faut lui remonter le moral, le remettre en selle. Plus le président l'attaque, plus Michel doit lui déclarer son amour. François Mitterrand, c'est un homme qui a de l'épaisseur. Et à travailler quotidiennement avec lui, on s'enrichit. On apprend tous les jours, j'apprends tous les jours. C'est un privilège aussi. Alors je vais tout vous dire, j'en redemande. Michel Rocard tient le choc et gouverne. C'est bien involontaire, mais le Premier ministre se paye même le luxe d'être un peu plus populaire que Dieu. Le triomphe de cette stratégie culmine à partir d'août 1990, quand Saddam Hussein envahit le Koweït. Mitterrand planétaire laisse Rocard gouverner la France. Chacun dans son rôle, chacun à sa place. En février 1991, à la fin de la guerre, l'attelage bat tous les records d'opinion favorable. 65%. La droite n'existe plus. 2 mois plus tard, la porte du bureau présidentiel s'ouvre et l'huissier annonce « Messieurs Gérard Collet et Jacques Pilon ». Et à ce moment-là, le président dit « Rocard, je ne le supporte plus, je ne veux plus voir sa gueule ». Là, il y a un problème médiatus. C'est là que je lui fais remarquer, mais Monsieur le Président, tout le monde va comprendre que c'est pour motif personnel. Et il m'a dit « Je ne veux pas le savoir. Allez dans votre laboratoire et testez-moi toute l'écurie. » Donc on retourne dans notre laboratoire, on teste tous les premiers ministrables possibles, susceptibles de succéder à Michel Rocard, avec des critères, autorité, compétence, honnêteté, etc., etc. Il y avait 10 critères, avec des plus et des moins.
Le total bérégovois vient en tête de liste, plus 15 dans tous les différentiels. Toute la liste, je dis bien toute la liste, je crois qu'il y avait une vingtaine ou une trentaine de noms. Dernière de la liste, Édith Cresson, différentiel, moins 39. Et là, le président dit, c'est pourtant là que j'incline. Pilon dit, alors faudra l'aider. Et moi je dis, sans moi. Là, le président me regarde comme il n'avait jamais regardé, certainement pour me désintégrer sur place, et il nous signifie que l'entretien est terminé. On se lève, on sort. Je ne l'ai plus revu. Alors c'est tout. 16 ans de service rayés d'un simple regard. Pour Gérard Collé, la nomination de Cresson trahit une pulsion mortifère. Dieu brise sciemment son jouet et Collé ne peut pas le supporter. « Tu fais la connerie de ta vie », lui dit Pilon, très en colère. Eux deux, c'est fini. Le gourou Pilon, lui, reste avec Dieu et il sait que le pire est à venir. Car ce qui était annoncé se produit. Édith Cresson entraîne François Mitterrand dans sa chute. En 7 mois, il est passé de 65 à 31% d'opinion favorable. Pilon gère le tout venant, mais ne se fixe que 2 objectifs majeurs. Trouver le prochain président et achever le travail avec Dieu, en le faisant entrer dans la grande histoire. Ce sera l'Europe, la monnaie unique, le référendum sur le traité de Maastricht. Pour motiver les Français au référendum de Maastricht, le gouvernement met le paquet. En l'an 2000, on aura l'air bête de s'être posé la question. Moi, je veux voir ça avant d'être trop vieux. Je vais enfin pouvoir travailler en Italie. On rêve. Moi, je suis pas d'accord. Non. Mais non, je blague. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Il est d'accord. Optimisme BA, signé Séguéla. Les premiers sondages prédisent une victoire écrasante pour le oui. Mais quand par acquis de conscience, Pilon cherche à mesurer l'impact de la campagne, il comprend qu'il mène Mitterrand au désastre. Je me rappelle très bien de cette période parce qu'en tant que secrétaire général, je recevais tous les sondages, je voyais tout le monde, je voyais Pilon tout le temps. Et il apparaît au début de l'été assez vite que les campagnes classiques européennes, l'Europe c'est la paix, c'est l'avenir, c'est la jeunesse, c'est la modernité, n'ont aucun effet. Aucun effet. Les gens s'en fichent et ils ont le sentiment qu'on les prend pour des idiots si on leur dit ça. Ils pensent que c'est pas le sujet. Pire que ça, Jacques Pilon, journal Le Débat. Lorsque nous avons demandé aux gens, vous, personnellement, vous allez profiter ou vous allez souffrir de Maastricht? Près de 80% nous ont répondu, je vais souffrir. Jacques Pilon réussit à convaincre l'Élysée qu'il faut immédiatement changer de mode de campagne. On arrive à une formule qui est une Europe forte vous protégera mieux. Pour la première fois de sa vie, Jacques Pilon pilote un changement de stratégie en temps réel, dans l'urgence, avec le feu dans la maison. Mode opératoire, un show en direct, bien sûr. Un grand amphithéâtre qui s'appelle la salle des architectes. Vous savez que cette émission va Mais un show de marathonien, encore plus gros, encore plus long, encore plus risqué que les précédents. Monsieur le Président, allons-y. 3 heures face aux Français. Voilà, le président de la République. Mitterrand, déjà très atteint par le cancer, n'aura qu'un seul complice, Guillaume Durand, le Mourouzi des années 90. Mission, rassurer, en martelant le thème de l'Europe protectrice, devant 23 millions de téléspectateurs. Le traité de Maastricht ou d'Union européenne a été prévu par nous, surtout par Helmut Kohl, par Jacques Delors et par moi-même, afin d'organiser ce marché-là, afin de protéger nos pays, et pour moi, protéger les Français, contre le fait qu'il n'y aura plus de frontières. Et il faut cependant qu'il y ait des lois communes, qu'il y ait une réglementation, qu'il y ait une protection. Le traité de Maastricht est un traité de protection pour mettre en œuvre le marché sans frontières. Vous voulez une union et déjà il n'y a pas cohésion au départ. Madame, comment ça se passe chez vous? Moi, je passe mon temps à voir qu'au sein de l'Europe, comme ailleurs, il y a toujours quelqu'un qui fait couac. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord. Il y a toujours quelqu'un qui est contre. À force de patience, de ténacité, d'amitié, le cas échéant, et pourquoi pas d'amour dans un foyer,
on y arrive quand même. On y arrive quand même, ou dans un couple, enfin. Écoutez, j'espère que vous dites vrai. Il est probable que l'emploi de cette ligne politique-là, un peu différente, a déplacé 2 points, quoi. Et je pense que l'on peut donner la première estimation du résultat. La France dirait oui à l'Europe, 51%. Le résultat est donc très serré. Nous allons entrer ce soir d'une... Pilan a sauvé de justesse le grand dessein européen de Dieu. Et en plus, il a découvert le secret de la prochaine présidentielle. Le gagnant sera celui qui convaincra un pays en rupture totale. En creusant, nous nous sommes aperçus que la représentation des élites avait changé en France et qu'elles étaient perçues comme travaillant dans leur propre intérêt, au détriment de l'intérêt général. Le thème de la fracture sociale n'est pas loin. Tous ces instruments lui prouvent que la partie est perdue pour les socialistes. Vous allez voir apparaître les chiffres du vainqueur de ce scrutin 93, 482 sièges sur 577. C'est énorme. Le Parti socialiste obtient... Pour Pilan, la plus grosse défaite des socialistes au XXe siècle rend impossible la victoire d'un candidat de gauche à la présidentielle 2 ans plus tard. Et pourtant, il sait que l'affrontement sera aussi binaire qu'en 1981. D'un côté, les forces vives et le changement, de l'autre, la loi de l'argent et la continuité. Pilan comprend que ce besoin de force vive et de changement ne pourra être incarné que par un candidat de droite. Il se prépare au plus grand coup de poker de sa vie. Cela fait déjà 1 an que Jacques Pilan a fait la connaissance de Claude Chirac, 30 ans, la fille de Jacques. Elle a pris une place considérable auprès de son père à la mairie de Paris et gère toute sa communication. Pilan est positivement impressionné par la jeune femme. Depuis qu'il conseille les grands patrons du CAC 40, il a appris à dépasser sa détestation des gens de droite. Désormais, il observe le jeu à droite comme il observait celui de la gauche en 1980. Et voilà que l'histoire se met à bégayer. Dès les débuts de la cohabitation, Chirac apparaît comme archaïque. Face à Balladur, le Premier ministre le plus populaire que n'ait jamais eu François Mitterrand. Pilan retourne à son laboratoire. Il commande une série d'études qualitatives sur les chances des futurs candidats. Elles vont du poisson, les marchés. Elle fait les marchés. Chanteuse de rue. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est? Assistante sociale. On avait vu bien avant que Balladur allait se planter. Je veux dire qu'il était fort, il était même pas envisageable. Et bien entendu, vous imaginez la force que pouvait avoir Jacques en détenant cette info, alors que le monde entier disait l'inverse. Et je lui dis, mais bon, à gauche, là, t'as personne dans tes écuries, parce que le seul qui a du poil aux pattes, c'est Chirac, et même les gens de gauche vont voter pour lui, parce qu'il n'y a pas... il n'y a personne d'autre, quoi. En gros, parmi les présidentiables possibles. Mais c'était d'une évidence, je vous dis, moi j'étais limite choqué, quoi. Jacques Pilan informe-t-il Mitterrand? Personne ne sait. Seule certitude, Pilan bascule, et le vide qu'il ressent depuis le départ de Collet va se remplir. Claude Chirac confirme. Pilan m'a un peu pris sous son aile. Et voilà comment l'homme qui détruisit son père en 86 va muter jusqu'à devenir l'homme qui le reconstruit, en utilisant toutes les recettes qui firent gagner Mitterrand. Tout l'hiver 93-94, Jacques Chirac se rend secrètement dans les locaux de Temps Public. C'est la phase 1 de la méthode Pilan. Travailler autant sur l'ennemi que sur le client, jusqu'à donner un rôle précis à chacun. Pour Balladur, c'est facile. Si Giscard était Louis XV, Balladur, c'est Louis XVI. Bien élevé, mais prétentieux. Intelligent, mais traître. Manipulateur. Tous les instituts de sondage qui interrogent les Français vous présentent comme l'élu rêvé des Français en cas d'élection présidentielle. Vous y pensez? Non. Non, bien sûr. Balladur fait riche, et en plus, aristocratique. C'est l'homme des dorures, loin du peuple. Bientôt, Plantu le caricaturera en chaise à porteur. Sa popularité dans les sondages est un trompe-l'œil. Balladur est apprécié comme Premier ministre. Il n'est pas désiré comme président. Je fais 2h30 de marche, c'est pas terrible.
Aujourd'hui, c'était un jour à aller manger des fruits de col de Balme avec ce temps. Pour Pilan, Chirac doit commencer par estomper ses défauts. Il faut le faire descendre du bulldozer, l'empêcher de foncer tête baissée. Même si Chirac rêve de régler son compte à Balladur, Pilan le convainc de n'en rien faire. Il doit le soutenir. Ceux qui s'inquiètent à l'idée que la discorde pourrait s'introduire entre Édouard Balladur et moi peuvent être tout à fait rassurés. Et ceux qui s'en réjouissent ou s'en réjouiraient, eh bien, je vous le dis, ils seront déçus. Chirac doit endosser un rôle qui contraste avec Balladur, proposer une alternative radieuse. C'est le point 2 de la méthode. Transformer les faiblesses en force. Si Chirac est à l'écart depuis des mois, ce n'est pas parce qu'il est perdu, c'est qu'il s'est mis à l'écoute du pays. Non, je ne vais pas demander. Bonjour, ça va ? Chirac n'est pas un bulldozer. C'est un intellectuel que tout le monde ignore. Pour le prouver, chapitre 3 de la méthode. Un bond direct, sans filet, là où on ne l'attend pas. Et c'est ainsi qu'en mars 1994, Jacques Chirac endosse ses nouveaux habits d'homme de savoir et de sagesse chez Michel Field. Jacques Chirac, vous êtes là pour nous parler de l'intérêt que vous portez à l'art taïno, puisqu'il y a une exposition sur les sculpteurs taïno, les chefs-d'œuvre des grandes Antilles précolombiennes. D'où vous vient cette sorte d'attirance pour ce domaine-là de la culture? Oh, c'est très ancien. C'est depuis que je suis enfant que j'ai été attiré à la fois par les arts de l'Extrême-Orient et par ceux de la période précolombienne. Sage, serein, la paix intérieure, une vision historique et politique. Ça ne vous rappelle rien? On ne s'est pas penché sur le sort de ceux qui avaient subi le choc de l'arrivée des conquistadors et qui ont été les victimes d'un des plus grands génocides du monde. Alors c'était tout de même intéressant d'essayer de faire ressurgir du néant, de l'oubli plus exactement, une civilisation qui avait fondé ces mythes, créé la beauté, qui avait inventé toutes sortes d'expressions auxquelles notre sensibilité moderne est sensible, et qui avait en 30 ans à peine disparu. C'est une reconnaissance à ces oubliés, à ces exclus de notre culture que nous avons voulu procéder. Chirac a pris du champ. Chirac a pris de la hauteur. Chirac a changé. La rumeur commence à courir. C'est maintenant le destin qui force la main. Juillet 1994. François Mitterrand se fait opérer une deuxième fois de son cancer de la prostate. En sortant de l'hôpital, il apprend que les Balladuriens ont préparé une présidentielle anticipée, ce qui revient à spéculer sur sa mort. Fou de rage, il donne carte blanche à Pilan. Pour l'instant, c'est une petite période de recul. Mais il ne faudrait pas qu'elle dure trop longtemps. Hein? Je ne suis pas invalide. À bientôt. Hein? L'incroyable opération L'Élysée soutient Chirac est lancée. Pendant 15 jours, Claude Chirac et Jacques Pilan peaufinent tous les détails. Ce sera l'Hôtel de Ville, le 25 août 1994. On y célèbre le 50e anniversaire de la libération de Paris. Le président s'est invité. Le Premier ministre va y être totalement humilié. Pour commencer, Dieu prête son pupitre jupitérien à Jacques Chirac. Et la dignité qu'ont mené ensemble les résistants et les soldats de la France libre. Leur engagement était plus qu'un engagement au service de notre pays. Discours de Jacques Chirac, dont on retiendra à nouveau l'appel au rassemblement, à l'unité des Français, à l'exemple de ce qui s'est passé pendant la Résistance. Travelling de cinéma, éclairage de stars, rien n'a été négligé. Monsieur Mitterrand et Monsieur Chirac vont maintenant monter dans le bureau du maire de Paris, un superbe bureau que vous allez découvrir dans quelques secondes, pour signer un livre qui n'est pas exactement un livre d'or, c'est une grande première, ce sera le livre du cinquantenaire, qui va être signé et paraphé d'abord par le président de la République, ensuite par Monsieur Chirac, puis par tous les membres du comité d'honneur et tous les résistants. Ce sera un livre du souvenir, un livre de la mémoire. Le livre du cinquantenaire est bien sûr une invention de Jacques Pilan. Claude Chirac l'a acheté le matin même au BHV. Tout cela n'est qu'un prétexte pour laisser Balladur en carafe, avec le menu fretin.
Georges Pompidou. Il y a 2 paraphes du général de Gaulle, celui du 14 mai 66 et celui du 18 juin 59. Signature du président de la République. Le 25 août 1994, Dieu vote Chirac. À l'automne 1994, le clou est enfoncé. Chirac sort un livre de pensée, tellement bien fait que cela semble normal. Au cœur des réflexions, la fracture sociale que Pilan avait repérée au référendum de Maastricht et qu'on habille des analyses du démographe Emmanuel Todd. Chapitre 5 de la méthode. L'annonce de la candidature crée la différence. Le 4 novembre 1994, c'est par un simple article paru dans La Voix du Nord que Chirac se déclare candidat. Apparition d'un homme qui porte le changement, puisque lui-même a changé. Sans le dire, en le montrant. Mais attention, au moindre faux pas, la mauvaise image ressurgira. Le décalage avec Balladur devient caricatural lorsque le Premier ministre fait son annonce sous les dorures de Matignon. J'avais dit en prenant ma fonction de Premier ministre que je souhaitais me consacrer exclusivement au redressement du pays et garder le silence sur tout le reste jusqu'au début de 1995. J'ai tenu mon engagement. Aujourd'hui, les Françaises et les Français ont le droit de connaître le choix qu'ils auront à faire. C'est à eux que je dois annoncer mes intentions. J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. Au début de l'hiver, ça y est, ça frémit. La cote de popularité de Chirac est sensiblement montée. Reste à gagner. Chapitre 6. C'est évidemment le danger du direct qui révèle le grand homme. Dans le rôle de Pilan, Claude Chirac. Les verres progressifs font la différence. En plus, Optique 2000 vous offre 2 paires pour le prix d'une. Sur 7 en compagnie de Jacques Chirac. Est-ce que ça vous donne le vertige, ces bons sondages, ou des sueurs froides quand ça va moins bien? J'ai connu une période où les sondages, pour moi, étaient mauvais. Vous aurez observé que ça ne m'a pas impressionné, je veux dire, ça ne m'a pas conduit à changer mon comportement ou ma campagne. Aujourd'hui, ils sont meilleurs. Ça n'a pas plus d'effet sur moi. Sage, serein, il connaît réellement les Français. Je suis, vous le savez, beaucoup allé sur le terrain. Et je me suis rendu compte que la situation de la France était en réalité plus grave, plus sérieuse, que la fracture sociale était plus forte que ce que l'on pensait ou ce que l'on disait, notamment dans les milieux politiques ou dirigeants à Paris. Et j'ai terminé cette campagne de 93 avec la conviction qu'il fallait faire un vrai diagnostic de fond qui supposait d'aller voir les Français, de mieux comprendre leurs problèmes, de faire un vrai investissement pour comprendre. Il s'intéresse vraiment aux études faites sur le sujet. Et puis je signale le livre d'Adil Jazouli qui s'appelle Une saison en banlieue. Ça c'est très remarquable. C'est un livre donc de Banlieuscopie, publié chez Plomb et qui explique ce qui se passe dans ce qu'il appelle la France invisible. Oui, ça c'est très remarquable. Précisément celle des banlieues. C'est bien cela qui justifie que là aussi il faut une autre politique tout à fait différente et ce diagnostic est tout à fait exact. Moi je l'ai rencontré sur le terrain. Partout où je suis allé dans ces banlieues difficiles. Un sans faute. Un mois plus tard, au soir du premier tour, Pilan et sa complice Claude Chirac ont gagné. Jacques Chirac totalise 20,8%. Édouard Balladur seulement 18,1%. Pour la troisième fois, l'écriture médiatique imaginée par les gourous de l'Élysée a transformé l'improbable en possible, puis le possible en victoire. Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui. Lionel Jospin, 48% des suffrages exprimés. Jospin, ayant entamé son droit d'inventaire du mitterrandisme, avait rejeté Pilan.
Le jour de son investiture, Chirac montre une affection vraie pour Mitterrand. Les deux hommes échangent encore quelques propos, puis une ultime et chaleureuse poignée de main. Sans doute la plus belle victoire de Pilan. Le vieux président peut entrer dans l'histoire. Claude Chirac prend un bureau à l'Élysée. Elle choisit celui qu'occupait Gérard Collé. Jacques Pilan tombe gravement malade. Le cancer l'emporte le 28 juin 1998. Il entre dans la légende comme l'homme qui a fait 2 présidents. Avec son compère Gérard Collé, ils ont inventé un métier que les anglo-saxons nomment spin doctor et créé des techniques appelées maintenant storytelling. Leur génie de l'écriture médiatique reposait avant tout sur une connaissance incroyablement fine du réel. Gérard Collé, lui, continue de conseiller quelques clients, triés sur le volet.